Je suis arrivé 1 heure plus tôt pour aller chercher ma femme pour la remise de diplôme de notre fils, et je l'ai trouvée assise sur les genoux de son associé. Elle a ri. Je vais jouer la bonne mère pendant quelques heures. Ce soir, je suis à toi. Je n'ai rien dit et je l'ai emmenée à la cérémonie. Ensuite, elle a dit qu'elle avait des choses à régler. Elle est rentrée à 4 heures du matin, a allumé la lumière, et s'est figée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Thomas. J'avais 43 ans ce jour-là. Je travaille à l'évaluation des sinistres pour une compagnie d'assurance, ce qui est une façon élégante de dire qu'on me paie pour regarder les catastrophes des autres et décider de leur valeur. J'étais dans le même poste depuis 18 ans. 18 ans à regarder des maisons brûlées, des voitures renversées, des commerces inondés, en notant sur un formulaire si la perte était totale ou partielle. Il ne m'était jamais venu à l'idée qu'un jour je devrais faire ce calcul avec moi-même. J'étais arrivé 1 heure plus tôt exprès. Ce n'était ni une coïncidence, ni ma montre en avance. C'était une décision, parce que je connaissais Véronica, et je savais que si j'attendais en bas dans le parking, elle descendrait en retard. Elle descendait toujours en retard. Elle dirait que c'était la circulation, un appel de dernière minute, la fin du mois, et notre fils monterait sur scène en nous cherchant des yeux parmi les chaises du fond, et il ne nous trouverait pas. Ça n'allait pas arriver. Pas ce jour-là. J'avais la toge sur le siège arrière, récupérée au pressing ce matin-là même, repassée, suspendue à un cintre pour ne pas se froisser. J'avais un bouquet de fleurs blanches que Fabian allait offrir à sa mère en descendant de la scène, parce qu'il les avait lui-même choisies 2 jours plus tôt au marché, en les pointant du doigt et en me disant que maman aimait celle-là. Et je portais une cravate grise qui me serrait le cou depuis 15 heures. La seule cravate décente que j'ai, la même que j'avais portée au baptême de mon fils 18 ans plus tôt. Je suis monté sans prévenir. C'était mon erreur, ou ma chance. Je ne sais toujours pas comment l'appeler. Le 12e étage sentait le café brûlé et le vieux moquette. La réceptionniste était déjà partie. L'ordinateur du comptoir était éteint et il y avait une tasse sale à côté du clavier. Les lumières du couloir étaient en mode économie d'énergie. Cette demi-lumière jaune qui fait que tout semble plus tard qu'il ne l'est. Sur le mur, à côté de l'extincteur, il y avait un petit panneau que j'avais vu 100 fois sans jamais le lire. Un avis que la zone était sous surveillance. Je l'ai regardé cet après-midi-là pour la première fois. Je n'ai rien pensé. J'ai continué à marcher. Ce panneau allait décider de toute ma vie 9 jours plus tard. Mais je ne le savais pas encore. Le bureau de Véronica était au bout du couloir, la dernière porte à droite, avec son nom gravé sur une plaque en acrylique qu'elle avait commandée quand on l'avait nommée directrice administrative. Elle était fière de cette plaque. Elle m'avait envoyé une photo le jour où on l'avait installée. La porte était entr'ouverte. J'allais la pousser. Ma main était à 10 cm du bois. Mon sourire était déjà prêt. La phrase déjà prête. J'allais lui dire de se dépêcher. Que Fabian nous attendait. Et alors j'ai entendu son rire. Ce n'était pas le rire que je connaissais. Je connaissais le rire de Véronica depuis 18 ans de mariage. Le rire de cuisine, le rire au téléphone, le rire poli des dîners d'entreprise. Celui-là n'était aucun de ceux-là. C'était un rire bas, intime, chaud, tourné vers l'intérieur. Ce rire qu'on ne laisse sortir que lorsqu'on est absolument sûr que personne d'autre au monde n'écoute. J'ai regardé par la fente. Véronica était assise sur les genoux d'Hector. Sur ses genoux, pas près de lui, pas de l'autre côté du bureau, pas sur la chaise des visiteurs. Elle avait jeté ses chaussures par terre, ses pieds nus croisés, un bras autour de son cou, et l'autre main jouait avec le bord de sa chemise. Et Hector avait la tête posée sur son épaule avec la naturalité de quelqu'un qui s'y est reposé 1000 fois auparavant. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Et je veux être précis. Ce n'était pas l'étreinte. C'était la familiarité. Un corps ne s'installe pas comme ça la première fois, ni la deuxième. C'était un geste d'année. Et ensuite elle a dit la phrase, je vais faire semblant d'être une bonne mère pendant quelques heures. Aujourd'hui, c'est la remise de diplôme de mon fils. Hector a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Quelque chose de court, avec cette voix que les hommes utilisent quand ils connaissent déjà la réponse. Elle a ri encore. Je suis avec toi ce soir. Il y a un moment où votre vie se brise. Quand votre corps comprend avant votre tête. D'abord,
J'ai senti le froid dans mes mains, puis un bourdonnement dans les oreilles comme celui d'un vieux appareil. Ensuite quelque chose d'étrange dans les genoux, comme si le sol était devenu mou. Ma tête fonctionnait encore, essayait encore de construire une explication décente et rapide. Il parle d'autre chose. C'est une blague de bureau. J'ai mal entendu. Mais personne n'entend mal le mot « faire semblant ». Faire semblant d'être une bonne mère. Quelques heures. Mon fils avait 18 ans et répétait depuis 3 mois comment il allait marcher sur cette scène. Il s'était entraîné devant le miroir de la salle de bain avec une serviette sur les épaules. Il avait demandé à sa mère de lui apprendre à nouer une cravate et elle lui avait dit qu'elle était occupée, de me le demander. Et la remise de diplôme de ce garçon, pour la femme qui l'avait porté, c'était quelques heures de jeu entre un après-midi et une nuit. Je ne suis pas entré. Je veux que vous compreniez bien cette partie, parce que c'est la seule chose de tout ce qui s'est passé que j'ai encore du mal à expliquer aux gens. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai fait aucune des choses auxquelles vous pensez en ce moment. Ce qui est exactement ce à quoi j'ai aussi pensé pendant les 3 secondes où je suis resté là. J'ai reculé. J'ai marché à reculons dans ce couloir, lentement, en posant le pied sur le bord de ma chaussure pour ne pas faire de bruit sur la moquette. Un homme de 43 ans qui recule devant sa propre vie. Je suis arrivé à l'ascenseur. Je ne l'ai pas appelé. Je suis descendu par les escaliers, 12 étages, un par un, en m'accrochant à la rampe comme un vieil homme. Quand je suis arrivé au parking, je me suis assis dans la voiture et j'ai fixé le volant. Sur le siège arrière, il y avait la toge repassée et les fleurs blanches que mon fils avait choisies pour sa mère. Et là, les mains encore tremblantes, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas gâcher la remise de diplôme de Fabian. Ce garçon allait avoir sa nuit complète, sa scène, son diplôme, sa photographie, ses parents applaudissant au premier rang. Il allait avoir le souvenir entier, propre, sans une seule fissure. Et j'allais sourire à chaque seconde de cette représentation. Même si ça me coûtait la peau. Plus tard, je verrai plus tard. J'ai sorti mon téléphone, pris 3 respirations, et envoyé un message à ma femme. Je suis en bas, mon amour. Prends ton temps. Et elle m'a répondu 2 minutes plus tard avec un cœur. Elle est descendue 22 minutes plus tard. Je les ai comptés, parce que dans cette voiture je n'avais rien d'autre à faire que compter. 22 minutes entre le moment où j'ai envoyé le message et celui où je l'ai vu sortir de la porte vitrée de l'immeuble, marchant vite, le téléphone collé à l'oreille, et un sourire sur le visage qui n'avait rien à voir avec moi. Elle est montée dans la voiture en apportant une odeur de parfum fraîchement appliqué. Ce détail m'est resté. Personne ne se parfume à 18h un jeudi pour aller à la remise de diplôme de son fils. On se parfume à 8h du matin quand on quitte la maison. Ce parfum datait de 10 minutes. C'était pour couvrir quelque chose. Désolé, mon amour, a-t-elle dit en bouclant sa ceinture. Hector ne me laissait pas partir. Fin de mois. Tu sais comment c'est. Et elle a touché mon genou. J'ai regardé cette main sur mon genou et j'ai pensé à l'endroit où cette main avait été un quart d'heure plus tôt, mais je n'ai rien dit. J'ai démarré. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. On est dans les temps. Et là, dans le silence du premier feu rouge, a commencé la partie la plus étrange de toute ma vie. J'ai découvert que j'étais capable de faire semblant aussi bien qu'elle. Je ne me suis jamais considéré comme un homme de sang-froid. Je suis le type qui s'énerve quand un policier l'arrête, même s'il a tout en règle. Mais cet après-midi-là, quelque chose en moi s'est éteint, et quelque chose s'est allumé, et c'était quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai conduit 40 minutes jusqu'à l'école en parlant de la circulation, du dîner, de si on allait emmener Fabian manger quelque chose après. Je lui ai demandé si elle voulait que je mette de la musique. Je lui ai dit qu'elle était bien dans cette robe. Et pendant tout ce temps, tandis que ma bouche disait ces choses, ma tête était dans un endroit complètement différent. Elle faisait la seule chose que je sais bien faire. J'évaluais le sinistre. C'est une formation professionnelle, et ce jour-là, ça m'a sauvé. Quand j'arrive dans une maison brûlée, la première chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne commence pas par l'évidence. Le feu est toujours visible. Ce qu'il faut chercher, c'est ce qui était là avant le feu. Le vieux câblage, le fil dénudé derrière le réfrigérateur, la police d'assurance renouvelée 3 semaines avant l'incendie. On n'évalue pas le désastre. On évalue le chemin qui a mené au désastre.
Et pendant que je conduisais vers la remise de diplôme de mon fils, ma tête a commencé à mettre sur la table des choses qui étaient là depuis des années, juste devant moi, et que je n'avais jamais voulu regarder. Les voyages. Véronica voyageait avec Hector pour des salons professionnels 3 ou 4 fois par an. C'était toujours de nuit. Elle revenait toujours fatiguée. Elle rapportait toujours un aimant pour le réfrigérateur. Il y avait 17 aimants sur la porte de mon réfrigérateur. Je les ai comptés cette nuit-là. Les dîners d'entreprise. J'avais arrêté d'y aller il y a environ 6 ans, et ce n'était pas ma décision. C'était une accumulation de petites phrases. Tu vas t'ennuyer. C'est que du bavardage de travail. Tout le monde y va seul. Sauf que la dernière fois que j'y étais allé, 6 ans plus tôt, la moitié des gens avaient amené leur conjoint. Je m'en souvenais parfaitement. J'avais simplement préféré la croire plutôt que ma mémoire. Le téléphone jamais face vers le haut. Jamais. En 18 ans, je n'avais pas une seule fois vu l'écran de ce téléphone allumé sur la table, toujours face vers le bas, toujours en mode vibreur, toujours dans sa poche quand elle allait aux toilettes. Et j'avais classé ça comme une habitude à elle, comme quelqu'un qui laisse ses chaussures à l'entrée. Les fleurs, celle-là a fait plus mal. Ces dernières années, Véronica était rentrée plusieurs fois avec des fleurs. De beaux bouquets, le genre qu'on n'achète pas au feu rouge. Un cadeau d'un fournisseur. Un client qui a signé un contrat. Et moi, qui travaille dans l'assurance, qui passe mes journées à détecter les incohérences dans les déclarations des gens, je n'avais jamais demandé quel fournisseur envoie des roses à la directrice administrative chez elle. C'est là que l'affaire a commencé à peser. Nous avions acheté notre maison il y a 14 ans avec un prêt que nous étions encore en train de rembourser. Véronica gagnait nettement plus que moi depuis sa promotion. Donc la répartition avait changé avec le temps. Je couvrais les charges, la nourriture, la voiture, l'école de Fabian, et elle couvrait le paiement de la maison. C'est ce que je savais. Je payais le quotidien. Elle payait la maison. Sauf qu'il y a environ 1 an et demi, elle avait commencé à dire quelque chose d'étrange de temps en temps. Des phrases lâches jetées en l'air, toujours dans la cuisine, toujours en faisant autre chose. Cette maison devient trop grande pour nous. Quand Fabian ira à l'université, tant d'espace n'a plus de sens. On devrait penser à quelque chose de plus petit, de plus pratique. Je répondais toujours la même chose, qu'il restait peu de temps pour finir de la payer, que c'était stupide de vendre maintenant, et elle changeait de sujet tout de suite. Elle n'insistait jamais, n'y pensait jamais. Elle le disait simplement de nouveau 3 mois plus tard avec d'autres mots. Dans cette voiture, sur le chemin de la remise de diplôme, j'ai compris que ces phrases n'étaient pas de la conversation, elles étaient de la préparation. Quelqu'un ne répète pas une idée pendant 1 an et demi sans jamais insister, à moins de tester la température. Elle voyait jusqu'où j'étais prêt à accepter. « À quoi tu penses ?» m'a-t-elle demandé soudain. J'avais les mains crispées sur le volant. Je les ai desserrées. Que ça est passé vite. J'ai dit, 18 ans. Et elle a soupiré, regardé par la fenêtre et dit, ça est passé si vite. Et pendant une seconde, juste une seconde, ça a sonné vrai. Il y a la partie que personne ne te raconte dans ces histoires. La personne qui détruit ta vie n'est pas un monstre 24 heures sur 24. Par moments, c'est la femme avec qui tu as élevé un fils, et ces moments-là sont ceux qui te rendent fou. Nous sommes arrivés à l'école à 18h45. La cour était pleine de chaises blanches. Il y avait une scène avec des lumières, une énorme banderole avec l'année de la promotion, et des parents partout en ajustant leurs chemises et en testant les appareils photo de leur téléphone. Nous nous sommes assis au 4e rang. Véronica a salué d'autres mères, Harry avec elle, a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'on en était déjà là, que ça semblait hier qu'on les déposait à la maternelle. Et moi, assis à côté d'elle, applaudissant quand il fallait applaudir, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose de pire. C'était de la clarté. Parce que j'ai réalisé une chose. Si j'étais entré dans ce bureau cet après-midi-là, si j'avais fait une scène, si j'avais crié, que se serait-il passé? Elle aurait pleuré. Elle aurait dit que c'était une erreur. Qu'elle était confuse. Que c'était la pression du travail. Et moi, qui baissais la tête depuis 18 ans pour ne pas perdre la paix de mon foyer, j'aurais probablement cru, ou pire, j'aurais fait semblant de croire pour ne rien casser devant mon fils. Et dans 6 mois, tout serait revenu au même, mais avec elle plus prudente.
C'était le moment exact où j'ai cessé d'être l'homme qui était monté au 12e étage. On a appelé les diplômés par ordre alphabétique. Quand ils ont dit le nom de mon fils, Véronica s'est levée avant moi, téléphone levé, en train de filmer, en criant son nom à pleine voix. Tout le monde autour de nous souriait, regardant cette mère émue. Fabien est monté sur scène, a reçu son diplôme. Il nous a cherchés parmi les chaises, nous a trouvés. Et à cet instant, une pensée froide comme une aiguille m'a traversé. Dans 1 heure, quand on descendra, il va offrir les fleurs blanches qu'il a choisies de sa propre main au marché. Il va les offrir à une femme qui, il y a 2h30, a dit qu'elle allait faire semblant d'être sa mère, et moi je serai là debout avec l'appareil photo en train de prendre la photo. Il est descendu de la scène avec le diplôme à la main et a marché droit vers nous. Je lui ai tendu les fleurs sans un mot. Fabien les a prises, a ajusté sa toge, et s'est approché de sa mère avec cette maladresse des garçons de 18 ans qui ne savent toujours pas quoi faire de leurs bras. Il les lui a donnés. Elle a fait un bruit dans sa gorge, a mis une main sur sa poitrine, et l'a serrée, et il l'a embrassée sur la joue. J'ai pris la photo. Je veux que vous compreniez ce que c'est de prendre cette photo, de lever le téléphone, de cadrer le plan, de voir son fils embrasser la joue de sa mère à travers l'écran, et d'appuyer sur le bouton en sachant ce qu'on sait. Les gens autour qui applaudissent, une dame à ma gauche qui dit « Oh, comme c'est beau !» Et toi là, le bras tendu, en train d'être le photographe officiel d'un mensonge. Cette photo existe encore. C'est la dernière que j'ai prise des deux ensemble. Ensuite est venue la fête dans la salle attenante, avec de la musique, de longues tables, les mêmes empanadas de toujours et un punch que personne ne buvait. Véronica circulait dans cette salle comme une reine. Elle parlait au professeur. Elle a dit à la coordinatrice que Fabien avait toujours été un garçon responsable, que nous le devions à la discipline de la maison. Elle a pris des photos avec 3 groupes différents de mères. Et à 23h20, elle s'est approchée de moi avec son sac déjà en bandoulière. Mon amour, je dois aller régler des choses. Voilà. À cette heure, ai-je demandé, et je l'ai demandé avec le visage exact que j'affiche depuis 18 ans. Le système de facturation a planté. C'est la clôture. Thomas, si ce n'est pas chargé aujourd'hui, on a une amende. Hector est déjà là. Elle a soupiré comme quelqu'un qui porte le monde. Je déteste que ce soit aujourd'hui de tous les jours. Tu veux que je t'emmène? Non. Non. J'ai commandé une voiture. Emmène Fabien, il est déjà fatigué. Elle m'a donné un baiser rapide. Ce baiser sur le coin de la bouche qu'elle me donnait depuis des années. Ne m'attends pas. Et elle s'est éloignée entre les tables, en saluant la coordinatrice, et est sortie par la porte de la salle à 23h23. Ne m'attends pas, je suis resté là à regarder cette porte longtemps. Et ensuite j'ai ressenti une chose très étrange. Du soulagement. Parce que jusqu'à ce moment, j'avais encore un doute enfoui dans un coin. Ce doute qu'on s'invente pour ne pas avoir à agir. Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que c'était une étreinte bizarre. Peut-être. Mais elle venait de partir avec le prétexte prêt, avec la voiture commandée, avec la phrase répétée, tout exactement comme elle l'avait annoncé dans ce bureau. Mon doute avait disparu. Et quand un homme n'a plus de doute, il y a de la place pour autre chose. J'ai conduit jusqu'à la maison avec Fabien sur le siège passager. Il avait sa toge pliée sur les genoux, regardant par la fenêtre, silencieux. J'ai pensé que c'était de la fatigue. À 3 rues de la maison, sans se tourner vers moi, il a dit « Maman est allée au bureau ». Oui, le système a planté. Silence. Papa, dis-moi. Le système de facturation de cette société ferme le 25. Aujourd'hui, on est le 12. J'ai freiné au coin. Je ne sais pas si c'était mon pied ou tout mon corps. Je me suis tourné vers lui et il y avait mon fils, tout juste 18 ans, avec une toge sur les genoux, me regardant avec un visage que je ne lui avais jamais vu. Ce n'était pas un visage de garçon. C'était le visage de quelqu'un qui porte quelque chose seul depuis longtemps. Comment tu sais ça, lui ai-je demandé, et lui, regardant droit devant, a dit la phrase qui a coupé la nuit en deux. Parce qu'il y a 4 mois, je lui ai demandé la même chose, et elle m'a donné une autre date fausse. Avec la moitié du pneu sur le trottoir, j'ai coupé le moteur. Fabien, regarde-moi. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas. C'est pire quand il ne pleure pas, qu'est-ce que tu sais? Et il m'a raconté que c'était en août.
Il utilisait la tablette de la maison, celle du salon que tout le monde utilise pour télécharger des notes. La session de sa mère était ouverte. Il ne l'avait pas ouverte. Il ne l'avait pas cherchée. Il n'avait pas espionné. Elle était ouverte d'avant, avec les conversations synchronisées du téléphone. Il allait la fermer et a réussi à voir le nom d'Hector tout en haut, avec une photo qui n'était pas pour le travail. Je n'ai pas beaucoup lu, m'a-t-il dit. Je l'ai fermé vite, mais j'en ai lu assez. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Et c'est là que ce garçon m'a vraiment détruit. Parce que tu allais mourir, papa. Sa voix s'est un peu cassée, mais il l'a corrigée tout de suite, comme s'il s'était entraîné pendant des mois à dire ça sans se briser. J'allais te le dire. J'avais prévu, mais c'était tout et il y avait 4 mois jusqu'à la remise de diplôme et tu parlais de ce jour toute l'année. Tu avais demandé des vacances pour ce jour. Tu as acheté la cravate. Son regard est tombé sur ses mains. Je n'allais pas laisser maman te prendre ça aussi. Moi qui pendant 9 heures avais cru protéger mon fils, je venais de découvrir qu'il me protégeait depuis 4 mois. Pendant des mois, supporter ça seul à 17 ans, étudier, répéter comment marcher sur scène, me demander de lui apprendre à faire un nœud parce que sa mère était occupée, et savoir. Je me suis couvert le visage avec les mains là, dans la voiture, et pour la première fois depuis le 12e étage, tout est sorti. Mon fils a mis sa main sur mon épaule. 18 ans, la nuit de sa remise de diplôme. Quand j'ai pu parler, je lui ai dit, je les ai vus aujourd'hui, avant la remise de diplôme, dans le bureau. Il n'a pas été surpris. Il a juste fermé les yeux et hoché lentement la tête, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'il portait déjà. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» m'a-t-il demandé. Et c'est là que tout a changé de direction. Parce que jusqu'à ce moment, je n'avais qu'une seule idée en tête. L'idée que n'importe quel homme a dans cette situation, la confronter, l'attendre éveillé, assis dans le salon, et lui dire en face. La voir s'expliquer, la voir s'effondrer, gagner cet argument. Mais en regardant mon fils, j'ai compris que la confronter était absolument inutile, parce que la confronter, c'était parler. Et quand il s'agissait de parler, elle avait toujours gagné. 18 ans à gagner avec des mots. Elle pleurerait. Elle dirait que c'était une erreur. Elle dirait que c'était la pression. Et dans 4 jours, elle dirait au maire de l'école que son mari traversait une crise, qu'il était devenu agressif, qu'elle supportait pour le bien du garçon. Je connaissais ce mécanisme. Je l'avais vu fonctionner dans de petites choses pendant des années sans lui mettre de nom. Et surtout, la confronter, c'était me mettre au centre. Et au centre de cette maison, il y avait quelqu'un de plus important que moi. Je ne vais pas la confronter, lui ai-je dit. Fabien a froncé les sourcils. Alors j'ai redémarré, j'ai conduit les 3 rues restantes, je suis entré dans le garage, j'ai coupé le moteur, et je suis resté là avec les clés à la main, à regarder la porte de ma propre maison. 23h48. Elle avait dit, ne m'attends pas, Fabien. J'ai dit, combien de temps te faut-il pour faire tes bagages de ce qui compte vraiment pour toi? Il m'a regardé sans comprendre. Des vêtements, des documents, ton ordinateur, ce que tu ne peux pas remplacer, rien de plus. Combien de temps te faut-il? Et mon fils, qui attendait depuis 4 mois que quelqu'un fasse quelque chose, a compris avant que j'aie fini la phrase. 20 minutes, a-t-il dit. Tu as 3 heures. Nous avons ouvert la porte de la maison à 23h51. J'ai allumé la lumière du salon et je suis resté une seconde sur le seuil à regarder cet endroit où j'avais vécu 14 ans. Le canapé où je dormais le dimanche. La table à manger que nous avions achetée d'occasion et que j'avais poncée et vernie de mes propres mains un week-end entier. Le mur de photos. Le réfrigérateur avec les 17 aimants des salons. Et j'ai compris quelque chose qui m'a servi pour tout ce qui a suivi. Je ne fuyais pas cette maison. Je sortais d'une scène. Papa, a dit Fabien derrière moi. On va vraiment faire ça? J'ai enlevé la cravate grise, les plié, et les laissé sur la table de l'entrée. Monte faire tes bagages. Il a couru en haut et j'ai fait la seule chose intelligente que j'ai faite cette nuit-là, et je l'ai fait par habitude professionnelle, pas par ruse. Avant d'emballer une seule chemise, je me suis assis à la table à manger, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à documenter. C'est la première chose qu'on apprend quand on évalue des sinistres. La scène se contamine. Tout le monde déplace des choses. Le propriétaire ramasse ce qui est tombé. La famille nettoie.
quelqu'un jette les restes brûlés à la poubelle. Et quand tu arrives, la vérité a déjà été balayée. C'est pourquoi la première chose que nous faisons, ce n'est pas de toucher. C'est de photographier. Tout, sous tous les angles, avec une date. Alors j'ai marché dans ma propre maison, le téléphone à la main, et j'ai photographié chaque pièce. Tout le salon, la salle à manger, la cuisine, les chambres, les placards ouverts, les meubles, la télévision, le four, les tableaux au mur. J'ai photographié les clés de la voiture sur la table. J'ai photographié l'horloge de la cuisine montrant l'heure sur plusieurs clichés. Puis j'ai ouvert le dossier du classeur et j'ai sorti les papiers, les actes de la maison, une copie du prêt, les certificats, les passeports, la police de la voiture, les relevés bancaires qui arrivaient par courrier et que je rangeais sans ouvrir parce qu'elle payait la maison. Et là, assis à minuit à la table à manger de ma propre maison, mon fils faisant ses bagages en haut, j'ai ouvert ses enveloppes pour la première fois depuis 1 an et demi. J'ai commencé par le plus récent, puis celui d'avant, et à la 4e page, mon sang s'est glacé. Le compte d'où partait le paiement de la maison était un compte joint pour nous deux. Je le savais, et ça me semblait normal. J'y déposais une partie de mon salaire tous les mois. Elle déposait le sien et les grosses choses se payaient de là. Sauf qu'il y a 14 mois, ce compte avait cessé de recevoir son dépôt. 14 mois. Le paiement de la maison continuait à sortir à l'heure, mois après mois, sans un seul retard. Mais il sortait d'un solde qui se consumait, et le seul argent qui entrait était le mien. Je suis revenu en arrière page par page et j'ai trouvé le moment exact. Il y a 14 mois, le solde de ce compte était de 61 000 €. Des années d'économie, la réserve de la famille, l'argent pour l'université de mon fils. Dans le dernier relevé, il restait 9 400 €. Je me suis levé de la chaise, me suis rassis, et regardé encore, et refait le calcul 3 fois avec la calculatrice du téléphone parce que je ne faisais plus confiance à ma propre tête. Elle n'avait pas arrêté de payer la maison. Elle avait arrêté de contribuer, et payait la maison avec nos économies communes, pendant que je continuais à déposer toutes les 2 semaines sans regarder, petit à petit, sans bruit, sans que personne demande rien. Et soudain toutes les phrases de la cuisine ont changé de sens. Cette maison devient trop grande pour nous. Quand Fabien partira, tant d'espace n'a plus de sens. On devrait penser à quelque chose de plus petit. Elle n'était pas fatiguée de la maison. Elle préparait sa sortie. Et quand les économies seraient épuisées, et qu'il resterait 3 mois tout au plus, le jour viendrait où l'hypothèque ne pourrait plus être payée. Ce jour-là, elle s'assiérait dans la cuisine avec un visage tragique et me dirait que ça ne pouvait plus tenir, qu'il fallait vendre, que c'était le plus raisonnable, et je dirais oui comme j'avais dit oui à tout, et la maison serait vendue, et de cette vente 2 parts seraient divisées. Et avec sa part elle commencerait une autre vie. Je signerais la vente de ma propre maison en croyant que c'était une décision de couple, sans savoir que pendant 14 mois j'avais financé le déménagement de ma femme chez un autre homme. J'ai fixé ces papiers. Je n'ai pas ressenti de colère, et ça m'a fait peur. J'ai ressenti une sorte d'admiration froide. La même que je ressens quand je découvre une fraude bien exécutée au travail. Parce que c'était ça. C'était une fraude patiente d'années, faite avec la seule arme qui fonctionne vraiment, la confiance de quelqu'un qui ne vérifie pas. Et ensuite est venue la pensée qui a changé mon objectif. J'étais monté ces escaliers en pensant à une affaire d'amour, à la trahison d'une femme, à un homme dans un bureau, à un rire qui ne m'appartenait pas. Je le traitais comme une blessure. Ce n'était pas une blessure. C'était une opération en cours. Et une opération en cours, on ne la confronte pas. On la documente et on l'arrête. Papa. Fabien était sur les escaliers avec 2 valises. J'ai fini. J'ai regardé l'horloge. Minuit 48. Viens ici. Il est descendu. J'ai mis les relevés bancaires devant lui et j'ai pointé les chiffres. Il lui a fallu environ 30 secondes pour comprendre. Puis il a levé les yeux et m'a demandé la seule chose qui comptait. Donc je n'ai rien pour aller à l'université. Et là, en regardant mon fils poser cette question à 1 heure du matin le jour de sa remise de diplôme, j'ai pris la 2e décision de la nuit. Tu vas y aller, lui ai-je dit. Mais maintenant je sais exactement à quoi on a affaire. J'ai photographié chaque page, puis scanné tout avec mon téléphone et envoyé à mon propre email, puis à un vieux email que j'utilisais à peine, puis j'ai copié sur une clé USB que j'ai gardée dans la poche de mon pantalon. 3 endroits, c'est la règle au travail.
S'il n'existe qu'à un seul endroit, il n'existe pas. Ensuite j'ai fait mes bagages. Et ici, je veux être très clair sur quelque chose, parce que tout ce qui s'est passé ensuite dépendait de ça. Je n'ai rien pris qui n'était pas à moi. Je n'ai pas touché ses bijoux. Je n'ai pas touché ses vêtements, ni ses documents, ni ses affaires de salle de bain. Je n'ai déplacé aucun meuble. Je n'ai pas pris la télévision, ni le four, ni la vaisselle, ni les photos du mur. Je n'ai pas vidé le compte joint même si j'avais le mot de passe, et même s'il restait 9 400 € qui étaient autant à moi qu'à elle. Je n'ai changé aucune serrure. J'ai pris mes vêtements, mes documents, mon ordinateur, mes outils du garage, et 2 cartons de choses personnelles. Fabian a pris les siennes, rien de plus. Et à 1h30 du matin, j'ai fait la dernière chose, celle que je n'avais pas prévue. Je suis allé au mur de photos. Là, au centre, il y avait le cadre de la remise de diplôme de l'école primaire de Fabian. Celui des 3 ensembles, celui qu'elle avait choisi et encadré. Je l'ai regardé longtemps. Je ne l'ai pas décroché. Je l'ai retourné face contre le rayon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça venait du corps. Et de tout ce que j'ai fait cette nuit-là, c'était la seule chose qu'elle comprendrait sans avoir besoin d'une seule explication. Nous avons chargé les valises dans la voiture. J'ai fermé la porte à clé avec ma clé et je l'ai remise dans ma poche, parce que cette maison était aussi la mienne et je ne renonçais à rien. Avant de démarrer, j'ai sorti mon téléphone et écrit un message, un seul. Et j'y ai pensé mot pour mot, parce que je savais qu'un jour un avocat lirait ce message. Véronica, Fabian et moi avons quitté la maison ce soir de notre propre décision. Il est majeur et vient avec moi de son plein gré. Nous ne prenons rien qui n'est pas à nous. Nous allons bien. Tout ce que tu as à adresser, adresse-le par écrit. Je l'ai envoyé à 1h42 du matin, puis j'ai éteint le téléphone. Nous avons conduit 1h20 jusqu'à la maison de ma sœur Elena, de l'autre côté de la ville. Elle nous a ouvert en peignoir sans rien demander, parce qu'il y a des sœurs qui comprennent tout juste en te regardant. Elle nous a fait du café que ni l'un ni l'autre n'a bu. À 4h15 du matin, comme je l'ai appris plus tard, une voiture s'est garée devant ma maison. Véronica est sortie, a mis la clé, a ouvert la porte, a allumé la lumière du salon et est restée là. Ce n'était pas en désordre. Aucun meuble ne manquait. Rien n'était cassé. La maison était exactement la même que toujours, seulement elle était vide des 2 seules personnes qui comptaient pour elle à ce moment-là. Et sur le rayon au centre du mur de photos, il y avait un cadre face contre terre. J'ai rallumé mon téléphone à 9h30 du matin, assis dans la cuisine de ma sœur. 89 appels manqués. 89, le premier à 1h49 du matin. 7 minutes après mon message. Le dernier à 6h43, quand le soleil était déjà levé, et 26 textos. Je les ai tous lus dans l'ordre, assis dans la cuisine de ma sœur avec une tasse de café froid à la main. Et cette lecture m'a appris plus sur la femme avec qui j'avais vécu 18 ans que les 18 années entières. Les premiers étaient de la frayeur. Où es-tu? Réponds-moi, Thomas. S'il te plaît, tu me fais peur. Puis vers 2h30, le ton a changé. L'explication a commencé sans que personne ne la demande. Et c'est le détail qui, à cause de mon métier, me fait lever un sourcil. Les gens qui n'ont rien à cacher posent des questions. Les gens qui ont quelque chose à cacher expliquent. Elle a commencé à m'envoyer de longs messages sur la nuit de travail. Que le système avait vraiment planté, qu'Hector l'avait fait rester, qu'elle avait été au bureau jusqu'à 3h, que si j'étais en colère pour ça, que c'était injuste qu'elle travaille pour cette famille. Personne n'avait dit un mot sur Hector. Personne ne lui avait demandé où elle était. Mon message faisait 3 lignes et ne mentionnait personne. À 4h20, juste après être entré dans la maison, le ton a encore changé. Et là, ça devenait intéressant. Où est mon fils? Fabian est mineur. Fabian avait eu 18 ans en septembre. Elle était au dîner. Rends-moi mon fils ou j'appelle la police. Et à 5h15, celui qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'espère que tu n'as pas pris les documents du classeur. Je suis resté immobile un bon moment avec le téléphone à la main. Son mari et son fils avaient disparu de la maison en pleine nuit. Elle appelait depuis 4 heures. Et au milieu de sa panique, à 5h15 du matin, il lui était venu à l'idée de demander des nouvelles d'un dossier de papier. J'ai montré le message à ma sœur. Elena l'a lu 2 fois,
a posé le téléphone sur la table et a dit, « Cette femme ne cherche personne. Elle fait l'inventaire. » Je n'ai répondu à aucun des 89 appels. Je n'ai répondu à aucun des 26 messages. J'ai écrit seulement un à 10 heures du matin. Fabien est majeur depuis septembre. Il est avec moi. Il va bien et il ne veut pas encore parler. Tout le reste par écrit. Et je me suis mis au travail ce jour-là. J'ai demandé une permission à la compagnie d'assurance. 18 ans sans manquer un jour me donnait le droit à 2 jours sans que personne demande rien. Et ces 2 jours ont été les plus productifs de ma vie. J'ai commencé par l'évidence. Je suis allé à la banque. J'ai demandé l'historique complet des transactions du compte joint pour les 3 dernières années. Imprimé, tamponné, et là, à une table de la banque avec un dossier que la jeune dame m'a apporté tout chaud de l'imprimante, j'ai trouvé ce que je n'avais pas vu dans les relevés mensuels. Parce que les relevés mensuels te donnent le résumé, les transactions te donnent les petits caractères. Et dans les petits caractères, il y avait un schéma depuis presque 2 ans. Des virements mensuels étaient faits vers un 3e compte. Ce n'était pas de grosses sommes, 800 €, parfois 1200, une fois 2000. Il partait avec la description, service, tous les mois entre le 5 et le 8. J'ai tout additionné avec la calculatrice de la banque, là, sans bouger de ma chaise. 29 600 €. Presque 30 000 € du compte familial étaient partis quelque part en 23 mois, en petits morceaux, avec une description qui ne dit rien. Et c'est là que mon métier a cessé d'être une coïncidence pour devenir le centre de tout. Parce que quand j'évalue un sinistre suspect, ça ne m'aide pas de savoir qu'il y a eu fraude. C'est facile. Le dur, c'est de savoir qui en a bénéficié. L'argent marche toujours vers quelqu'un, et ce quelqu'un n'est presque jamais celui qui signe. J'ai demandé à la jeune dame de la banque si je pouvais connaître la destination de ces virements. Elle m'a dit non, que les données du destinataire étaient confidentielles, que seule la clé et le nom de l'institution apparaissaient. Je l'ai remercié, mais j'ai pris l'impression. Et sur l'impression, il y avait la clé complète. Et avec cette clé, j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. Rien. Pas encore. J'ai gardé le papier, parce que quelque chose de beaucoup plus important s'est passé ce matin-là. Je suis sorti de la banque à 13 h et je suis monté dans la voiture. Avant de démarrer, j'ai vérifié le téléphone et j'avais un appel manqué d'un numéro que je ne connaissais pas et un message vocal. Je l'ai écouté. C'était une femme. Elle parlait lentement, avec cette voix qu'on utilise quand on a répété un moment ce qu'on va dire. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je ne sais pas si j'ai le bon numéro. Je cherche Thomas. Je m'appelle Alicia. Je suis la femme d'Hector. J'ai besoin de vous poser une question. Rappelez-moi s'il vous plaît. J'ai écouté ce message 4 fois de suite, et je ne l'ai pas rappelé. Je sais que ça a l'air absurde. Il y avait l'alliée parfaite, la femme qui avait autant de raisons que moi, et j'ai laissé le téléphone sur le siège et j'ai conduit jusqu'à chez ma sœur avec l'estomac noué. Mais le fait est que, quand on a été marié 18 ans et qu'on découvre ce que j'ai découvert, la première réaction n'est pas la stratégie, c'est la honte. Je ne voulais parler à personne. Je ne voulais pas qu'une inconnue confirme à voix haute ce que je savais déjà. Je ne voulais pas être l'autre membre du club. Je suis arrivé chez Elena. Fabien dormait avec ses vêtements de remise de diplôme encore jetés par terre dans la chambre d'amis. Ma sœur m'a servi à manger et m'a forcé à manger. Je lui ai parlé de la banque, des 29 600 €, du compte de destination, et je lui ai parlé de l'appel d'Alicia. Elena a posé sa fourchette. Tu ne vas pas lui répondre. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, Thomas. Elle s'est redressée sur sa chaise et m'a regardé avec ce visage que les sœurs aînées prennent, même si elle a 2 ans de moins que moi. Cette femme ne t'a pas appelé pour pleurer avec toi. Réfléchis une seconde, comment a-t-elle eu ton numéro? Et alors j'ai ressenti le froid encore, parce que je n'avais donné mon numéro à personne. Alicia et moi nous étions vus peut-être 3 fois dans notre vie, à des fêtes d'entreprise des années plus tôt. Nous n'étions rien. Elle avait mon numéro parce qu'elle l'avait cherché. Et pour le chercher, elle devait avoir accès à quelque chose. J'ai allumé l'ordinateur là, à la table à manger de ma sœur, et j'ai cherché la société, le registre public, les statuts. Tout ça, c'est de l'information publique. N'importe qui peut la consulter. Il suffit de savoir que ça existe. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé à fixer l'écran comme un idiot.
La société où travaillait ma femme n'appartenait pas à Hector. Hector apparaissait comme associé gérant avec pouvoir de signature et un titre, mais la participation majoritaire, le capital, tout le conseil d'administration était au nom de la famille de sa femme, Alicia. Son père avait fondé la société. Hector était entré par le mariage. Je me suis appuyé au dossier de ma chaise. 18 ans à entendre Véronica parler de la société d'Hector. 17 aimants de salon où il allait avec le propriétaire. Et il s'avère que l'homme pour qui ma femme vidait le compte de mon fils depuis des années n'était propriétaire de rien. Il était le mari de la propriétaire. Et alors j'ai compris deux choses en même temps. Et l'une était bien pire que l'autre. La première, si Alicia m'appelait, ce n'était pas parce qu'elle venait de découvrir quelque chose. C'était parce qu'elle découvrait depuis un moment, en vérifiant calmement. La deuxième m'a frappé comme un coup sec dans la poitrine. Ces virements mensuels du compte de ma famille avec la description « Service » pendant 23 mois. Et si Véronica ne donnait pas d'argent à Hector? Et si Véronica bouchait un trou pour lui? J'ai regardé le papier de la banque sur la table. J'ai regardé la clé du compte de destination, celle que la jeune dame m'avait dit être confidentielle, et j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui pouvait me dire à qui était ce compte sans demander la permission de personne. Celle-là même qui m'avait laissé un message vocal ce matin-là. Je l'ai rappelée à 20h. Elle a répondu à la première sonnerie, comme quelqu'un qui a le téléphone à la main depuis des heures. « Merci d'avoir appelé », a-t-elle dit. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. » J'ai failli ne pas, je comprends. Une pause. « On peut se voir demain. » Non, au téléphone. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Nous nous sommes vus le lendemain à 11h du matin dans un café d'un centre commercial. Loin de tout. Je suis arrivé 15 minutes en avance par habitude. Elle est arrivée à l'heure avec un manteau sombre et un épais dossier sous le bras. Alicia avait environ 50 ans, un visage calme, des mains immobiles. Elle n'avait pas pleuré. Elle s'est assise, a commandé un thé, et avant que je dise quoi que ce soit, elle a posé le dossier sur la table et m'a posé la question qu'elle préparait depuis des jours. « Votre femme vous a-t-elle jamais demandé de l'argent? Êtes-vous sûr? » Elle ne m'a jamais rien demandé. Alicia a hoché lentement la tête, comme quelqu'un qui reçoit la confirmation de quelque chose qu'elle redoutait. C'est ce que je pensais. Elle a ouvert le dossier. Je suis l'actionnaire majoritaire de la société. Mon père l'a fondée en 79. Mon mari est entré comme administrateur quand nous nous sommes mariés. Elle l'a dit sans aucun drame, comme quelqu'un qui lit un dossier. Il y a 8 mois, le comptable m'a fait une observation sur une ligne qui ne collait pas. Ce n'était pas gros. 40 000 € répartis sur 2 ans. Je lui ai dit de laisser, que c'était sûrement des frais de représentation mal classés. Elle a tourné une page et l'a tournée vers moi. Il y a 3 mois, j'ai regardé moi-même. C'était un tableau de transactions, date, montant, concept, et mélangé aux dépenses normales, il y avait des sorties de la société qui revenaient ensuite. Hector sortait de l'argent de la société, a-t-elle dit. Et il le remplaçait presque toujours à temps, presque toujours en totalité. 1 mois de retard, 2 mois de retard, mais ça revenait. C'est pourquoi personne n'a levé la main pendant 2 ans, parce que le trou était toujours bouché avant qu'on le remarque. Elle m'a regardé. Ce que je voulais savoir, monsieur Thomas, c'est d'où venait l'argent qui le bouchait. Et alors j'ai sorti l'impression de la banque de ma poche, les déplier et les poser sur son dossier. Alicia a baissé les yeux sur la clé du compte de destination, et pour la première fois de toute la conversation, quelque chose a bougé sur son visage. C'est le compte de la société, a-t-elle dit. Nous sommes restés silencieux longtemps. À la table d'à côté, quelqu'un riait de quelque chose. La musique du centre commercial continuait de jouer, joyeuse, indifférente. 23 mois, 29 600 €, quittant les économies de ma famille, du compte où entrait le fonds pour l'université de mon fils, entrant dans la société de la femme de l'homme avec qui ma femme couchait. Véronica n'était pas la maîtresse qui recevait des cadeaux. Véronica était le bouchon. Il lui prenait l'argent, ai-je dit à voix haute, plus pour moi que pour Alicia. Elle ne m'a pas corrigé. Alicia m'a corrigé, et elle l'a dit avec une douceur terrible. Elle le lui donnait. J'ai dû m'accrocher à la table alors, parce qu'elle avait raison. Personne n'avait volé Véronica. Véronica avait fait 23 virements, un par mois, avec son mot de passe, depuis son ordinateur,
avec la description qu'elle avait elle-même écrite. Personne ne l'avait forcée. Pendant 2 ans, elle avait soutenu le détournement d'un homme qui allait dormir chaque nuit chez sa femme avec l'argent de mon fils, et elle pensait acheter un avenir. « Votre mari sait que vous vérifiez ?» ai-je demandé. « Vous allez le lui dire ?» Alicia a pris une gorgée de thé et a posé la tasse très soigneusement sur la soucoupe. « Pas encore. » Elle a levé les yeux. « Et c'est là que je vais vous demander quelque chose, et vous avez tout à fait le droit de dire non, mais écoutez-moi d'abord. » Elle s'est penchée un peu. « Si je vais au bureau demain et que je fais une scène, que se passe-t-il? Mon mari dit que c'était des prêts, que tout a été remboursé, alors pas un centime ne manque. Et il a raison. Pas un centime ne manque. Le trou est bouché. La société ne peut pas prouver une perte. Parce que la perte a été payée par quelqu'un d'autre. Elle m'a désigné du menton. Vous. Et donc le seul qui peut prouver la perte, c'est la personne à qui l'argent a été pris, qui n'est techniquement pas vous non plus, parce que ce compte était aussi le sien. Elle a soupiré. C'est un nœud parfait, monsieur Thomas. Il est noué de telle façon que personne ne peut tirer sur aucun fil. Vous me dites qu'il n'y a rien à faire? Je vous dis que nous ne faisons rien. Je l'ai regardé sans comprendre. Pour l'instant, a-t-elle dit. Votre femme pense que vous êtes parti par jalousie. Mon mari pense que je ne sais rien. Ils croient encore tous les deux qu'ils contrôlent, et tant qu'ils croient ça, ils continueront à bouger. Elle a fermé le dossier. Les gens qui se croient en sécurité font des erreurs sur le papier. Les gens effrayés n'en font pas, et dans ce café, cette femme m'a dit la phrase qui m'a soutenu les jours suivants. Vous n'avez rien à faire, monsieur Thomas. Vous devez juste ne pas aider. Ne pas aider à quoi? À rien. Elle a mis son manteau. Vous bouchez des trous depuis 18 ans sans vous en rendre compte. Arrêtez de les boucher et regardez ce qui tombe tout seul. Cette nuit-là, j'ai compris qu'Alicia était bien plus dangereuse que moi. Les 6 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. À l'extérieur, absolument rien ne s'est passé. Je suis allé travailler, j'ai évalué des sinistres, j'ai mangé chez ma sœur. Fabian a commencé à sortir de la chambre pour parler davantage, pour manger. Elena lui faisait aider au jardin juste pour l'occuper. À l'intérieur, tout bougeait. Véronica a changé de stratégie le 2e jour. Elle a arrêté d'appeler, a commencé à écrire de longs messages doux, bien écrits, qu'elle avait réfléchi, qu'elle comprenait que j'étais blessé, qu'elle avait aussi fait des erreurs, que 18 ans ne se jettent pas, que Fabian avait besoin de ses 2 parents. Jamais dans aucun de ces messages elle n'a mentionné Hector. Jamais elle n'a dit le mot « bureau ». Jamais elle n'a demandé ce que j'avais vu. Le 4e jour, le premier message différent est arrivé. J'ai besoin que tu signes des papiers de la banque. C'est une restructuration du paiement de l'hypothèque. Rien de compliqué. Tu peux passer jeudi? Je l'ai montré à Alicia au téléphone le même soir. Voilà, a-t-elle dit. Ne signe rien. Je n'en avais pas l'intention. Non, écoute-moi bien. Ne signe pas, mais ne refuse pas non plus. Elle a fait une pause. Dis-lui que tu vas le revoir calmement. Qu'elle t'envoie les documents par email pour que tu puisses les lire. Pourquoi? Pour qu'elle t'envoie les documents par email, monsieur Thomas. J'ai écrit exactement ça. Et le lendemain matin, dans ma boîte de réception, il y avait un email de Véronica avec 3 pièces jointes. Ce n'était pas une restructuration. C'était une demande de vente anticipée du bien avec signature des 2 propriétaires et une lettre d'instruction pour que le produit de la vente soit déposé sur un compte qui n'était pas le joint. Elle me l'avait envoyé par écrit, avec son nom, avec une date, à mon email. Je l'ai transféré à Alicia et j'ai fixé l'écran les mains froides, comprenant que quelque chose d'énorme venait de se produire. Pendant 23 mois, cette femme avait déplacé de l'argent sans laisser une seule phrase écrite. Jamais un message compromettant, jamais un email, tout en cache dans la confiance, tout en description vague, tout en appel téléphonique. Et maintenant, parce qu'elle était pressée, parce que ses économies s'épuisaient, parce que le trou d'Hector se rouvrait et qu'elle n'avait plus d'où le prendre, elle venait de m'envoyer par email la preuve de l'endroit où allait l'argent de ma maison. J'ai répondu à 15h 4 mots. Je regarde. Merci. Et là j'ai fait la seule erreur de toute cette histoire, parce que Véronica n'était pas stupide. Elle envoyait de longs messages depuis 9 jours et recevait le silence. Et soudain,
Le jour où elle envoie des documents, elle reçoit une réponse polie en 4 heures. Un homme brisé ne répond pas comme ça. Un homme brisé répond à 3 heures du matin ou ne répond pas. Un homme qui répond comme ça est un homme qui a un plan. Ce même vendredi à 19h30, le téléphone de ma sœur a sonné. Elena a répondu, a écouté 10 secondes, et m'a tendu le téléphone avec un visage bouleversé. C'était une voisine de la rue de ma maison, une vieille dame qui me connaissait depuis que nous étions arrivés dans le quartier. Thomas, mon fils, a-t-elle dit, et elle était nerveuse. Pardonne-moi de t'appeler comme ça. C'est juste qu'il y avait une voiture de police ici ce matin, et ta femme raconte à tout le quartier que tu as emmené le garçon, qu'elle ne sait pas où il est, qu'elle a porté plainte. Elle a baissé la voix. Et aujourd'hui, un homme est venu avec elle, un homme en costume. Il sortait des cartons de la maison. J'ai raccroché. J'ai regardé mon fils qui était dans l'embrasure de la cuisine avec un verre d'eau à la main, et j'ai compris que le silence était terminé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6 heures du matin le samedi, j'étais déjà assis dans la cuisine de ma sœur avec l'ordinateur ouvert. Et à 7 heures, Fabien est descendu et s'est assis en face de moi sans rien dire. Elena a fait du café. Personne n'a parlé longtemps. Puis mon fils a dit, « Papa, si maman a dit que je suis disparu, je peux aller dire que je ne le suis pas, oui. » Alors allons-y, et alors j'ai réalisé que ce garçon avait plus de clarté que moi. J'avais passé toute la nuit à penser aux avocats, aux preuves, à comment me défendre. Et la réponse était beaucoup plus simple. Lundi matin en premier, nous nous sommes tous les deux présentés au commissariat. Fabien avec sa pièce d'identité à la main, majeur depuis septembre. Et il a déclaré par écrit qu'il avait quitté la maison de son plein gré, qu'il était avec son père, que personne ne l'avait forcé à quoi que ce soit, et qu'il ne voulait pas de contact avec sa mère pour l'instant. Il a signé. On lui a tamponné une copie. L'affaire d'enlèvement était close en 40 minutes. Nous sommes sortis de là, et j'ai pensé, comme un naïf idiot, que c'était la fin de la contre-attaque. Ce n'était que le début. Le mercredi, j'ai reçu un appel des ressources humaines de la compagnie d'assurance. 18 ans à y travailler. On ne m'avait jamais appelé aux ressources humaines pour autre chose que pour signer des vacances. Je suis monté. On m'a fait attendre 10 minutes. Et quand je suis entré, la coordinatrice avait une feuille imprimée sur la table et un regard de malaise qui ne tenait pas sur son visage. Thomas, c'est une formalité. Je veux que tu le prennes comme tel, dis-moi. Une communication est arrivée dans la boîte d'intégrité. Elle a tourné la feuille vers moi. Anonyme, j'ai lu. La plainte disait qu'un expert en sinistre de la compagnie utilisait des accès internes pour consulter des informations financières privées à des fins personnelles, en profitant de sa position. Elle mentionnait des consultations de transactions bancaires. Elle mentionnait la manipulation de documentation de tiers. Elle ne donnait pas mon nom, mais mon département, mon ancienneté, et le type de dossier que je traite. J'ai senti le sol se dérober sous moi, parce qu'une partie était un mensonge. Je n'avais jamais utilisé un seul accès de la compagnie. J'étais allé à la banque en tant que client, avait demandé les transactions de mon propre compte joint avec ma pièce d'identité dans une agence, et on me les avait données avec un tampon. Mais l'autre partie était le problème, parce que dans mon métier, le simple soupçon que tu touches des informations financières hors procédure te fait suspendre, pas licencier, suspendre pendant qu'ils enquêtent, 3 mois, 600 payes à partir du 2e mois. Et celui qui avait écrit la plainte savait exactement ça. Qui l'a envoyé, ai-je demandé. C'est anonyme, Thomas. Est-ce que je peux savoir quand elle est arrivée? Elle a regardé la feuille. Vendredi soir. Vendredi soir. Le même jour où un homme en costume sortait des cartons de ma maison. Je suis sorti de ce bureau les jambes étranges et je suis entré dans les toilettes de l'étage pour me asperger le visage d'eau. Et là, en me regardant dans le miroir, j'ai enfin compris à quoi j'avais affaire. Véronica ne se battait pas pour le mariage. Elle ne se battait pas pour mon fils, ni pour la maison, ni pour l'argent. Elle se battait pour le temps, parce que si j'étais suspendu, mon revenu s'arrêterait. Et si mon revenu s'arrêtait dans 2 mois, je ne pourrais plus payer un avocat. Je ne pourrais plus soutenir Fabien. Je ne pourrais plus soutenir rien. Et un homme sans revenu signe tout ce qu'on lui met sous le nez, signe la vente de la maison, signe l'accord, signe ce qu'il faut pour que ça se termine. Elle n'avait pas besoin de gagner. Elle avait besoin que je n'ai plus de carburant. Et elle était bonne.
Je veux le dire clairement, parce qu'il m'a fallu trop longtemps pour l'accepter. Ma femme était bien meilleure à ça que moi. En 18 ans, je ne l'ai jamais vue perdre un argument. Jamais. Et ce n'était pas parce qu'elle avait raison. C'était parce qu'elle savait toujours où était le point faible de l'autre, et qu'elle était toujours prête à appuyer dessus. Je n'ai rien dit à Fabian cette nuit-là. Je lui ai dit que tout allait bien. Le lendemain, le vrai coup est arrivé. Il est arrivé via WhatsApp et pas d'elle. Une cousine de Véronica, Andrea, que j'aimais bien, qui venait à mes anniversaires depuis 15 ans, m'a envoyé un message de 3 lignes. Thomas, je ne sais pas ce qui se passe et je ne veux pas m'en mêler, mais j'ai reçu ça et j'ai pensé que tu devrais le voir. Pardonne-moi. Et en dessous une capture d'écran. C'était un message de Véronica dans un groupe familial dont je n'avais jamais fait partie. Un groupe d'une vingtaine de personnes, ses frères et sœurs, ses oncles, ses cousins, des gens qui me connaissaient depuis avant la naissance de mon fils. Le message disait qu'elle traversait le moment le plus difficile de sa vie. Que je me comportais de façon erratique depuis des mois. Que j'avais commencé à l'accuser de choses terribles sans aucune preuve. Que je fouillais ses comptes, ses papiers, ses messages. Que la nuit de la remise de diplôme de Fabian, j'étais devenu agressif, que j'avais emmené le garçon en pleine nuit sans prévenir, qu'elle avait peur, mais qu'elle ne voulait pas porter plainte par respect pour les années ensemble et pour le bien de son fils. Et à la fin, la ligne qui m'a coupé le souffle. S'il vous plaît, si Thomas vous cherche, ne lui donnez pas mes informations. Je ne sais pas de quoi il est capable. J'ai lu ça assis dans ma voiture sur le parking du travail, et j'ai dû ouvrir la portière parce que j'avais vraiment du mal à respirer. Ce n'était pas la calomnie, c'était l'architecture. Dans un seul message, elle avait retourné chaque chose vraie que j'avais contre elle. J'avais vérifié ses comptes. Oui. Et maintenant c'était la preuve de mon obsession. J'avais emmené mon fils en pleine nuit. Oui. Et maintenant c'était la preuve de mon danger. J'avais des documents. Oui. Et maintenant c'était la preuve que je la harcelais. Tout ce que j'avais fait pour me défendre, elle l'utilisait comme un symptôme. Et le pire, si un jour je me présentais avec des papiers de banque et des déclarations, savez-vous ce que cette famille dirait? Voilà la preuve que l'homme espionnait sa femme. Elle s'était vaccinée. Cette nuit-là, je suis arrivé chez ma sœur et je n'ai pas pu faire semblant. Elena a vu mon visage et m'a fait asseoir dans la cuisine. Je lui ai tout raconté, les ressources humaines, le groupe familial, Andrea. Et pour la première fois depuis la remise de diplôme, j'ai dit à voix haute ce que je pensais depuis 3 jours. Elena, je pense que je vais perdre. Ma sœur ne m'a pas consolé. Je l'en remercie jusqu'à aujourd'hui. Peut-être, a-t-elle dit. Et ensuite quoi? Que veux-tu dire, et ensuite quoi? Si tu vas perdre, décide ce que tu ne peux pas perdre. Elle s'est versée du café. Parce que tu te bats pour tout en même temps et tu n'as pas assez. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin avec cette phrase. Et à 2 heures du matin, assis par terre dans la chambre d'amis pour ne réveiller personne, j'ai fait l'exercice. La maison, je pouvais la perdre. C'est un bâtiment. 14 ans à la payer. Oui, mais c'est un bâtiment. L'argent était déjà perdu. Les 29 600 € étaient partis depuis des mois. Ce qui restait sur le compte, c'était des miettes. Mon travail, je pouvais le perdre. 18 ans. Oui, mais j'ai des mains et j'ai un métier. Ma réputation avec sa famille n'avait jamais été la mienne. Qu'est-ce que je ne pouvais pas perdre? J'ai écrit une seule ligne dans un carnet. Que mon fils ait ce dont il a besoin pour étudier et qu'il sache qui était son père. Rien de plus. C'était tout. Et quand j'ai fermé le carnet, quelque chose s'est posé dans ma poitrine, parce que j'ai réalisé une chose. Si c'était la seule chose dont j'avais besoin, alors tout le reste qu'elle me prenait n'était plus une arme. On ne peut te faire chanter que pour ce que tu veux encore garder. Le lendemain, vendredi, j'ai appelé Alicia et lui ai parlé de la plainte anonyme à mon travail. Elle est restée silencieuse un long moment. Répète-moi la date, a-t-elle dit. Vendredi soir, il y a 8 jours. Et quand te l'ont-ils dit? Mercredi. Une autre pause. Monsieur Thomas, as-tu jamais dit à quelqu'un exactement où tu travailles, ton département, ton poste? J'ai réfléchi. Véronica, évidemment, en 18 ans. Et le nom de la boîte d'intégrité, comment envoie-t-on quelque chose là?
N'importe qui peut. Et alors mon cœur s'est arrêté. Pourquoi non? Cette boîte n'est pas publique. Elle n'apparaît pas sur le site de la compagnie d'assurance. C'est un canal interne de l'entreprise. Le lien circule dans les emails institutionnels et sur l'intranet. Véronica ne pouvait pas avoir ce lien à moins que quelqu'un le lui ait donné. Et il n'y a qu'une seule façon pour une directrice administrative d'une autre société d'avoir accès au canal interne d'une compagnie d'assurance. Si sa société est un client corporate de cette compagnie d'assurance. J'ai raccroché avec Alicia et je suis entré dans le système de ma propre compagnie, non pas pour chercher des informations sur quelqu'un, mais pour chercher quelque chose que n'importe quel employé peut consulter, le portefeuille clients institutionnel du bureau régional. J'ai écrit le nom de la société d'Alicia, et il y était. Police corporate en cours, contractée il y a 3 ans, et dans le champ contact autorisé, avec nom complet, téléphone et email, apparaissait la personne que la société avait désignée pour traiter avec nous. Véronica. Ma femme était la représentante officielle de cette société auprès de la compagnie d'assurance où je travaillais depuis 3 ans, et elle ne me l'avait jamais dit. J'ai fixé cet écran comme quelqu'un qui regarde sa propre radio. 3 ans. 3 ans pendant lesquels ma femme entrait et sortait du système de ma compagnie, envoyait des emails institutionnels, recevait des circulaires internes, apparaissait sur la liste des contacts autorisés du bureau régional où je travaillais tous les jours. Et en 3 ans, elle ne m'avait pas dit un seul mot. Je rentrais et je parlais de mon travail. Je lui racontais les sinistres, les expertises, les cas étranges. Elle écoutait, posait des questions, disait, comme c'est terrible. Et elle savait parfaitement comment tout fonctionnait à l'intérieur, parce qu'elle avait le mot de passe du portail client sur son ordinateur. Alors j'ai compris que la plainte anonyme n'était pas une attaque improvisée d'une femme désespérée. C'était un tir préparé 3 ans à l'avance. Personne ne garde une clé cachée pendant 3 ans à moins de savoir qu'un jour on aura besoin d'ouvrir cette porte. Et c'est là que tout a changé, parce que j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait me lever de ma chaise. Cette police corporate était le point de contact entre les deux histoires. Jusqu'à ce moment, j'avais 2 choses séparées. D'un côté, une affaire familiale, une femme infidèle, une maison, des économies. De l'autre, une affaire d'entreprise, un administrateur qui sortait de l'argent, et une actionnaire majoritaire qui vérifiait les comptes. Et il s'avère que les 2 choses se touchaient à un seul endroit, dans ma propre compagnie. J'ai appelé Alicia le même soir. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Même si je ne l'aime pas, dis-moi. Ta société a une police corporate avec la compagnie d'assurance où je travaille. Oui, nous l'avons contractée il y a 3 ans. Qui s'en est occupé? Véronica. Elle s'occupait de tout ce qui concernait les assurances. Une pause. Elle est la directrice administrative, Monsieur Thomas. C'est son travail. Et qui a autorisé que ce soit cette compagnie d'assurance et pas une autre? Silence. Hector. Et ça te semblait normal de contracter avec la compagnie où travaille le mari de ta directrice administrative? Et alors Alicia a dit très lentement, je ne savais pas que tu y travaillais. Nous sommes restés silencieux tous les deux, parce que nous venions de comprendre la même chose en même temps. Je ne savais pas qu'elle était cliente. Elle ne savait pas que j'étais employé. 2 personnes mariées aux 2 personnes qui avaient monté ça, et aucune des 2 n'avait l'information complète. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du design. Alicia, ai-je dit, ta société a-t-elle déclaré des sinistres sous cette police? J'ai entendu des papiers à l'autre bout. 3. En 3 ans. Ils ont tous été payés. Tu les as vus? Non. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, sa voix a tremblé. Les sinistres sont gérés par l'administration. Je reçois le résumé annuel. J'ai raccroché et je me suis assis par terre dans la chambre d'amis jusqu'à 4 heures du matin. Je n'ai rien fait d'illégal. Je veux que ce soit clair, parce que c'est la seule raison pour laquelle je peux raconter cette histoire aujourd'hui. Je n'ai entré dans aucun fichier. Je n'ai consulté aucune base de données. Je n'ai déplacé aucune donnée. J'ai fait autre chose, beaucoup plus simple et beaucoup plus létale. Lundi à 9 heures du matin, je suis remonté aux ressources humaines. Je suis là pour demander que la plainte contre moi soit formellement enquêtée, ai-je dit. La coordinatrice a cligné des yeux. Thomas, si tu ne dis rien, ça sera probablement classé dans quelques semaines.
Je ne veux pas que ce soit classé. Je veux que ce soit enquêté. Tu es sûr? Complètement. Et je veux par écrit que c'est moi qui l'ai demandé. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Elle a rédigé le rapport. J'ai signé. Et là, mesdames et messieurs, se trouve le cœur de tout ce qui s'est passé ensuite. Et c'est pourquoi je veux l'expliquer lentement. Quand une compagnie d'assurance ouvre une enquête formelle pour mauvais usage d'informations d'un employé, il ne passe pas en revue l'employé. Il passe en revue le dossier complet autour de l'employé. Toutes les transactions, tous les accès, tous les emails, tous les fichiers touchés pendant la période. Et puisque la plainte mentionnait spécifiquement des informations financières privées et la manipulation de documentation de tiers, le département conformité devait définir un périmètre de revue. Ce périmètre incluait nécessairement tous les fichiers liés à mon nom dans le système. Et mon nom n'était lié qu'à une seule chose que je n'y avais pas mise, le champ relation avec la contrepartie de la police corporate. Parce que lorsqu'une police institutionnelle est contractée, le système croise automatiquement les noms de famille des contacts autorisés avec la paix interne. C'est un contrôle antifraude standard. Ce croisement avait été fait il y a 3 ans. Il avait donné une correspondance entre le nom marital du contact autorisé et un employé actif du bureau régional. Et quelqu'un avait dû signer une exception pour que la police soit émise quand même. Je n'avais pas signé cette exception. Je n'avais jamais su qu'elle existait. Le contact autorisé l'avait signé en déclarant qu'il n'y avait aucun lien personnel avec aucun employé de la compagnie. Véronica avait signé un document il y a 3 ans niant par écrit qu'elle était mariée à moi, et cette signature était dans le même dossier qu'elle venait de faire ouvrir. Je n'ai absolument rien eu à faire. Pas un appel, pas un email, pas une accusation. La seule chose que j'ai faite, c'est demander qu'on examine ce vers quoi elle avait elle-même pointé le doigt. Le mercredi à 17 h, la conformité a demandé le dossier complet de la police corporate à la société. Documentation des sinistres, facture justificative, preuve de paiement pour les 3 sinistres. Le jeudi, Alicia m'a appelé. Une demande est arrivée de ta compagnie, a-t-elle dit. Il demande tout. Je sais. Hector est enfermé dans son bureau depuis le matin. Une pause. Avec Véronica. Que vas-tu faire? Et Alicia a répondu avec le même calme que toujours. Je vais leur donner tout ce qu'ils demandent. Je suis l'actionnaire majoritaire, Monsieur Thomas. C'est mon obligation légale. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un message de Véronica. Le premier en 5 jours. Thomas, j'ai besoin de te parler aujourd'hui. C'est urgent. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. À 21 h, un autre est arrivé. Je te jure que si tu m'écoutes, je t'expliquerai tout. Tout. Ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai fait pour nous. Je n'ai pas répondu non plus. À 23 h 30, le 3e est arrivé et celui-là je l'ai sauvegardé, imprimé et mis dans le dossier. Je sais que c'est toi qui as demandé l'enquête. Je sais ce que tu fais. Si ça continue, je vais perdre mon travail et ton fils se retrouvera avec rien. C'est ça que tu veux? Réfléchis, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je lui ai répondu pour la première fois en 2 semaines. Une ligne. Véronica, il n'y a rien que je puisse arrêter. Je n'ai rien ouvert. J'ai juste arrêté de le fermer. Et ensuite est venu le samedi. Le samedi à 7 h 30 du matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu à moitié endormi. C'était Hector. Jamais en 18 ans cet homme ne m'avait appelé au téléphone. Thomas. Il sonnait calme. Trop calme. Parlons comme des adultes. Je me suis redressé dans le lit. Je t'écoute. Ça a pris des proportions. Il y a une enquête en cours, et cette enquête n'est bonne pour personne. Pas pour toi. Il a fait une pause calculée. Surtout pas pour toi. Pourquoi moi? Parce que tu es l'employé. Moi, je suis un client. Si quelque chose d'étrange apparaît dans cette police, celui qui a un conflit d'intérêts sur la paix, c'est toi. Ta femme a signé, mais c'est ton nom de famille qui remonte. Il a baissé la voix. 18 ans de carrière, Thomas. Réfléchis. Et là, il avait raison sur une chose. Pendant 15 secondes, cet homme m'a vraiment fait peur. Que veux-tu? Je veux que tu retires la demande.
Et en échange, Véronica signe ce que tu veux. Toute la maison à ton nom, sans combat, sans avocat, lundi. Et il a conclu. Et il y a autre chose. Nous gérons un fonds de bourse corporate. Ton garçon y entre en prise en charge complète. C'est facilement 40 000 €. J'ai fixé le mur, la maison, l'université de Fabian, les deux choses exactes de ma liste. Cet homme m'offrait en un seul appel de 3 minutes tout ce que j'avais écrit dans un carnet à 2 heures du matin. Et à ce moment-là, j'ai compris avec une clarté qui m'a glacé qu'Hector ne m'achetait pas. Il achetait mon fils. Parce qu'un garçon qui étudie 4 ans avec une bourse de cette société est un garçon qui ne pourra jamais témoigner contre eux. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Tu as jusqu'à lundi matin. J'ai raccroché. Et à 8 heures du matin ce samedi, le téléphone encore à la main, j'ai pris la seule décision de toute cette histoire qui m'a vraiment coûté. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai tout dit à mon fils. Tout. L'appel d'Hector, l'offre, la maison, la bourse de 40 000 €. Je n'ai rien embelli et je n'ai rien caché, parce qu'à ce moment-là j'avais appris que ce garçon supportait des choses depuis des mois. Fabian a écouté jusqu'à la fin, les deux mains autour de sa tasse. Puis il a dit, « Et si tu acceptes, que se passe-t-il pour Madame Alicia ?» Je n'y avais pas pensé. Je le jure, ça faisait 15 minutes et je pensais à ma maison, à mon travail et à son université. Et mon fils de 18 ans pensait à la seule personne qui n'était fautive de rien. Elle reste seule, ai-je dit. Alors c'est non. Fabian, c'est 4 ans d'université. Et ce garçon m'a répondu quelque chose qui m'est resté pour le reste de ma vie. Papa, je peux étudier plus tard. Ce que je ne peux pas, c'est étudier avec ça. J'ai rappelé Hector à 11 heures du matin et j'ai dit 2 mots. Non merci. Il a raccroché sans répondre. Le lundi, tout a commencé à s'effondrer, et ça ne s'est pas effondré à cause de moi. La conformité a passé en revue les 3 sinistres de la police corporate. 2 étaient propres. Le 3e, d'il y a 14 mois, était pour des dégâts d'inondation dans un entrepôt, indemnité de 78 000 €. Les factures de remplacement de marchandises venaient d'un fournisseur qui existait sur le papier et nulle part ailleurs. La signature de conformité de l'assuré était celle d'Hector. Tout le dossier de traitement du sinistre avait été monté et soumis par le contact autorisé, Véronica. Et alors est apparu ce que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Celui que je n'avais pas prévu non plus. Celui qui m'a expliqué les 29 600 € d'un seul coup. Cet argent n'avait jamais servi à couvrir un détournement motivé par l'amour. Hector avait sorti de l'argent de la société avant, pour ses propres affaires. Et quand le comptable a commencé à poser des questions, il avait besoin de le remplacer vite. Il a monté le sinistre de l'entrepôt. Ça a marché, 78 000 €. Mais une bonne partie devait être retournée en dépenses inventées pour justifier le mouvement. Et le trou d'origine restait ouvert. Et à partir de là, chaque mois, la seule personne qui pouvait maintenir cet équilibre sans éveiller de soupçons était celle qui avait accès aux 2 comptes. Ma femme ne donnait pas d'argent à son amant. Ma femme payait sa part d'une fraude dans laquelle elle s'était engagée avec l'illusion qu'un jour ils seraient ensemble. Et il l'avait laissé payer avec les économies de mon fils pendant 23 mois. Le mercredi, la conformité a clos mon dossier sans sanction, avec une ligne qu'ils m'ont lue à voix haute. L'employé n'avait aucune participation ni connaissance de la désignation et était celui qui a demandé la revue. La plainte anonyme qu'elle avait envoyée pour me synchroniser est ce qui m'a disculpé. Le jeudi, ils ont suspendu la police et la société a engagé la réclamation pour les 78 000 €. Le vendredi, la société d'Alicia a licencié Véronica et a retiré Hector de l'administration. Alicia n'a pas crié, n'a pas fait de scène. Elle a convoqué une réunion, a présenté la demande de la compagnie d'assurance et a voté avec sa participation majoritaire. La séance a duré 11 minutes. Véronica m'a appelé cette nuit-là. J'ai répondu parce qu'il ne restait plus rien qui pouvait se briser. « Tu as gagné » a-t-elle dit. Je n'ai rien gagné. J'ai perdu mon travail, Thomas, mon travail. À 45 ans. Elle pleurait vraiment. Et je veux que vous sachiez que ça m'a fait mal. Tu es content, Véronica? Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Quoi? Que j'ai cru que tu étais tombée amoureuse d'un autre homme. J'aurais compris ça. Les gens tombent amoureux. J'ai respiré. Mais tu n'es pas tombée amoureuse.
Tu as acheté pendant 2 ans. Tu as payé des mensualités pour un homme qui n'avait jamais prévu de quitter sa femme. Et tu les as payées avec l'argent de l'université de ton fils. Ce n'est pas moi qui t'ai pris quelque chose. C'est moi qui ai arrêté de le payer. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a demandé, et c'était la dernière chose qu'elle m'a jamais demandé de sa vie. Est-ce que je peux parler à Fabian? Ce n'est pas à moi de décider. Hector est retourné chez sa femme la même semaine avec ses valises et un regard de repentir répété. Alicia l'a laissé dormir 2 nuits dans la chambre d'amis, et le 3e jour, elle lui a tendu les papiers de divorce à la table du petit déjeuner. La société était à elle. La maison était à elle. Il est parti avec ce qu'il avait apporté. J'ai peu entendu parler de Véronica. Elle a vendu sa voiture. Elle est allée vivre chez une tante. La réclamation de la compagnie d'assurance est toujours en cours et l'accompagnera probablement pendant de nombreuses années, parce qu'elle a signé les papiers du sinistre. La maison est restée à mon nom, non parce que j'ai combattu, mais parce que quand le moment de l'accord est venu, le seul des deux qui pouvait prouver 14 mois de contribution documentée, c'était moi. Les enveloppes que je n'avais jamais ouvertes pendant 1 an et demi ont fini par être la seule preuve qui comptait, et je n'ai récupéré aucune des économies. Les 29 600 € sont partis et ne reviendront pas. Fabian a commencé l'université 8 mois plus tard, au semestre d'août, sans bourse corporate. J'ai vendu la voiture et j'ai pris un prêt sur mon indemnité d'ancienneté, et il a trouvé un travail à temps partiel dans une papeterie. C'était dur. C'était dur pour nous deux. Mais le jour où nous sommes allés payer la première scolarité au guichet, il m'a dit quelque chose à voix basse pendant que nous comptions l'argent. Celle-ci est à nous. Nous sommes retournés à la maison en mars. C'était la même. Les meubles, la table que j'avais poncée, le réfrigérateur avec les 17 aimants. Fabian les a tous enlevés en un après-midi sans rien dire et les a jetés dans un sac. Je me suis tenu devant le mur de photos. Le cadre était toujours là, face contre le rayon, exactement où je l'avais laissé ce matin-là. Personne ne l'avait touché en 4 mois, pas même elle pendant les semaines où elle a vécu seule dans cette maison. Elle l'a laissé comme ça, et je pense que ça dit plus que tout ce qu'elle aurait pu me dire dans n'importe quelle conversation. Je l'ai ramassé. C'était les 3 à la remise de diplôme de l'école primaire de Fabian. Lui à 9 ans, sans dents, avec un diplôme en carton, elle avec la main sur son épaule. Moi derrière, plus mince, avec la même cravate grise. J'ai regardé cette photo longtemps, et je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas cachée. Je l'ai sortie du cadre, pliée, et mise dans un tiroir, parce que cette nuit-là a aussi existé et mon fils a le droit qu'elle existe. Puis j'ai mis la photo de l'autre remise de diplôme, celle que j'avais prise, lui avec la toche descendant de la scène avec les fleurs blanches à la main. J'ai découpé Véronica, non par colère, parce que la photo ne rentrait pas complètement dans le cadre. Celui qui était là, je l'ai laissé. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. J'évalue toujours des sinistres dans le même bureau, au même bureau. Tous les jours, je dois regarder les catastrophes des autres et calculer ce qui peut être récupéré. Et maintenant je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Quand j'arrive dans une maison brûlée, les gens me demandent toujours la même chose. Comment ça a commencé? Et ça n'a presque jamais d'importance comment ça a commencé. Le feu n'est pas fait par l'étincelle. Il est fait par le temps où personne n'a vérifié le câblage. 18 ans. Je n'ai rien vérifié. J'ai signé sans lire. Je n'ai pas ouvert les enveloppes. J'ai cru les explications. J'ai arrêté d'aller au dîner parce qu'on me disait que je m'ennuierais. Je n'étais pas une victime. J'étais un homme confortable. Et on paie le confort. La seule chose que j'ai bien faite dans toute cette histoire, c'est de ne pas passer cette porte. Parce que si j'entre, si je crie et si je fais une scène, aujourd'hui je serais le mari fou dans son histoire. J'aurais perdu mon fils, mon travail et ma maison en 4 mois, et elle serait encore dans ce bureau en train de boucher le trou d'un homme marié avec l'argent qui manquait à Fabian. Je ne suis pas entré, et tout ce qui est venu après, ils l'ont construit tout seul. Parfois, quand je rentre tard, je vois la lumière du salon allumée et mon fils qui étudie à la table à manger avec ses écouteurs. Il lève la main sans se retourner, parce qu'il reconnaît le bruit de mes clés.